This is a unique phenomenon in human history. C'est une crise, comme vous l'avez dit, d'un genre très particulier parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine que face à un danger mortel pour un certain nombre de gens, on a décidé d'arrêter l'économie. On est dans l'instant permanent. 300,000 people can die every day from hunger. C'est aussi aux citoyens de dire halte. Je suis surpris par l'obéissance des masses. The importance of forming judgments, the importance of saying, I will wait to see a transcript before I comment. Ces plaintes ont quelque chose de totalement indécent. The coronavirus has had an impact on humanity as a whole. Bonjour, je suis Sophie Wiesenfeld, fondatrice du think tank culturel franco-anglais Hexagon Society. Bienvenue à Riposte, les nouveaux séminaires en ligne pour une parole libre, parole sans masque et sans gants. Entre les approuveurs et les complotistes, il reste de la place pour un débat démocratique, un débat engagé, c'est Riposte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Attali, qui sera interviewé par Patrick Poivre d'Arvor à propos de son dernier livre, L'économie de la vie, paru cette semaine. Il y a une telle accélération de l'histoire que nous avons à peine le temps de les penser. Ce sont donc des moments rares, mais un grand merci à tous les deux. Je remercie Lécuge et Gad Ibghi, dont je souhaite la bienvenue à ses membres. Je vous rappelle qu'avec Riposte, vous pourrez poser vos questions directement par écrit à Jacques Attali. Une parole donc sans masque et sans banc. Don't be shy. Je laisse désormais la parole à Patrick. Merci. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Merci de nous accueillir une fois de plus. Je suis très heureux de me retrouver face à Jacques Attali, que j'apprécie beaucoup depuis fort longtemps et dont j'ai beaucoup aimé le dernier livre que je vous incite tous à lire. Il s'appelle L'économie de la vie et qui vient de paraître chez Fayard. Et Jacques Attali, dans ce livre, évidemment, écrit dans la fièvre du confinement, vous vous interrogez beaucoup sur le monde de demain, va-t-il être différent, mais aussi sur le monde que nous vivons. Et sur l'histoire, et vous commencez par ça d'ailleurs, c'est très important de le rappeler, vous nous parlez de l'histoire, de ces pandémies, de ces épidémies qui ont ravagé depuis peut-être 5000 ans avant Jésus-Christ l'humanité. Ça a commencé d'ailleurs beaucoup par la lèpre à ce moment-là, Jacques. Oui, comme toujours, quand j'essaie de comprendre l'avenir, j'essaie d'abord de comprendre le passé, et le passé m'amène, dans ce cas-là, comme dans beaucoup d'autres histoires longues que j'ai essayé de construire, ici c'est une histoire longue des épidémies, au rapport à la mort. Et le rapport à la mort qui est aussi, parmi d'autres, un rapport au pouvoir. Le pouvoir est légitime quand il donne du sens à la mort. Et pour faire court, les épidémies se sont succédées à partir en effet des temps égyptiens, babyloniens, chinois, des premiers empires, quand il y a commencement d'avoir des populations assez nombreuses regroupées. Et le sens de la mort est donné par le religieux qui promet d'organiser un après-vie qui a du sens. Et c'est organisé surtout pour les puissants, d'où l'importance des tombeaux, des princes, des rois, des empereurs, des pharaons. Puis, les épidémies continuent comme des vagues, et une deuxième forme de gestion de la mort arrive quand on se rend compte que c'est par l'enfermement des malades qu'on va arriver à arrêter l'épidémie, et ça commence vers le 7-8e siècle, mais ça s'installe vraiment au 14e siècle, quand on décide de déléguer le pouvoir à la police. C'est la police qui prend le pouvoir pour enfermer ceux qui sont malades ou ceux qui pourraient l'être. Et c'est comme ça d'ailleurs que se constituent les grands États. La France s'est constituée dans un État policier centralisé pour gérer des grandes pandémies. Ce fut le cas un peu partout ailleurs dans le monde. Et c'est le moment où on bascule d'un pouvoir religieux à un pouvoir policier. Au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, on bascule du pouvoir des policiers au pouvoir des médecins. Et aujourd'hui, les nouvelles pandémies renvoient de nouveaux acteurs dont on va parler, qui sont des acteurs technologiques et d'autres partenaires qui ne sont pas seulement les policiers, qui jouent encore un rôle, on l'a vu avec le confinement, pas seulement avec les médecins, qui jouent évidemment un rôle essentiel. Donc c'est cette longue histoire du rapport à la mort
qui est aussi un rapport en fait à savoir si le pouvoir peut donner un sens à la mort. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a dit, je ne crois pas que ce qui a été fait dans cette pandémie a été fait pour protéger la vie au détriment de l'économie. En réalité, ce qui a été fait dans la plupart des pays, on va voir comment les uns et les autres s'en sont trouvés, ça a été de ne pas avoir à choisir qui on allait laisser mourir. On a bien vu d'ailleurs que dans la plupart des pays, l'obsession a été d'avoir assez de respirateurs et de lits pour tous les malades possibles, parce que le pouvoir politique ne trouve jamais rien, dans une dictature comme dans une démocratie, de plus embarrassant que d'afficher qu'il n'a pas les moyens de soigner tout le monde et qu'il doit choisir ce qu'il a choisi. Il le fait très souvent, de façon implicite. Les plus pauvres meurent et sont moins bien soignés que les riches, c'est le sort général. Mais là, pour la première fois, on n'a pas voulu afficher qu'on laissait volontairement mourir des gens. Ce que on a fait dans des circonstances voisines antérieures, et pour la première fois, on n'a pas voulu le faire. Et ça, le journaliste expert et très lucide que vous êtes ou que tu es peut mieux le comprendre que beaucoup d'autres. En réalité, la mort est devenue peu à peu, depuis dans beaucoup de pays, presque tous, pas tous, enfin en tout cas dans les pays d'Occident, quelque chose qu'on cache, qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on oublie, on se divertit, on ne veut pas savoir. Cet événement nous a rappelé que nous sommes mortels. Plus exactement, nous a rappelé que la mort est là, comme elle est là pour ceux dont on célèbre encore la mort, qui sont soit les gens très connus, dont on ne peut pas s'empêcher de commémorer la mort ou de la célébrer, ou de se recueillir, soit les morts d'accidents exceptionnels, de terrorisme, mais les morts quotidiens, on ne préfère les pas voir. On préfère oublier qu'on est mortel et ne voir la mort que comme un accident ou un assassinat ou quelque chose de rare. Alors on oublie que nous sommes tous mortels. Et cette pandémie, d'abord, nous a rappelé ça. Et là, face à ça, il y a eu beaucoup de plus. En fait, il y a eu en gros 2 stratégies complètement différentes. Ça tient beaucoup au fait aussi que désormais les anciens, comme on les appelle, des mages, se retrouvent hors de la maison. Naguère, ils restaient au sein de la maison, au sein du foyer, et donc la mort côtoyait la vie. Et là, on est payé des actions terribles, même d'ailleurs, puisque la mort a été, comme vous le dites, éloignée complètement de tous, jusqu'à interdire aux gens d'aller voir leur mort et jusqu'à limiter à 10 le nombre de gens qui avaient le droit d'aller à la mort. Donc ça, c'est vrai que ce rapport à la mort, il est très bien décrit dans votre livre, mais c'est aussi le fait que, au fond, les pouvoirs politiques sont à peu près tous maintenant dans la compassion. Donc ça paraît très difficile de pouvoir afficher officiellement le fait qu'on accepte qu'il y ait des morts supplémentaires, même si ça va paralyser complètement un pays pendant plusieurs années. Oui, on a du mal à l'accepter, mais aussi on a du mal à se préparer à l'éviter. Et c'est là où on s'aperçoit que j'ai reconstitué ce qu'on a, je crois avoir été le premier à l'avoir fait, le calendrier jour par jour de ce qui s'est passé. Et là, on s'aperçoit que le monde entier a été berné par l'obsession de la Chine. Si je peux rappeler ce calendrier qui est très très important, cette pandémie commence à apparaître vers novembre. On ne sait pas exactement quand, mais en Chine, il y a des cas en novembre. On saura peut-être mieux plus tard, mais pour l'instant, il y a des cas en novembre. Ces cas en novembre sont visibles sous forme de messages WeChat qui sont échangés un peu partout à travers la Chine, mais qui sont tout le temps censurés. Les autorités chinoises ne veulent pas que ça se sache, et donc censurent, mettent en prison, font disparaître plusieurs centaines de personnes pour ça. Donc, les Chinois ne font pas remonter l'information jusqu'au haut de la pyramide chinoise. Les Chinois se mentent à eux-mêmes avant de mentir au monde. À côté d'eux, il y a un petit pays qui s'appelle la Corée du Sud, qui a subi une pandémie qui a créé un grand scandale, le SARS, quelques années plus tôt, qui a échoué d'ailleurs dans la gestion de cette pandémie. Ça a été un grand scandale politique. Et ils ont mis en place, et retenez ça, c'est très important pour comprendre où nous sommes aujourd'hui et ce qu'il faut faire demain, une structure qui s'appelle Korean Center for Disease Control, KCDC. Ils ont mis ça en place il y a 3 ans. Et quand ils voient apparaître des premiers messages sur les WeChat chinois, eh bien, ils se disent qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être un retour du même. Ils réactivent cette cellule, qui est dirigée par une femme médecin qui a pouvoir judiciaire, policier et médical sur la gestion de la pandémie, en étant totalement déconnectée du gouvernement.
Et la première chose qu'ils font vers le 15 décembre, alors que nous sommes totalement ignorants, on ne voit rien. Quand je dis nous, c'est pas seulement la France, c'est le monde entier. Ils font un premier simulation. Que se passe-t-il si une famille coréenne arrive de retour du voyage en Chine, ils nous ramènent ce truc-là. Et ils se rendent compte que ça peut se répandre, qu'ils n'ont rien, aucun moyen de protection. Donc, ils décident de produire en masse des masques, des tests et des moyens de traçage. Les tests, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas le génome du virus, ils ne savent pas comment faire, mais ils produisent plusieurs tests, une dizaine de tests différents. Quand les Chinois sont obligés, le 11 janvier, de donner le génome de ce virus à l'OMS, le lendemain, les Coréens ont le test. Parce qu'ils l'ont fait en réserve parmi tous. Ils ont le test. Les Allemands l'ont aussi d'ailleurs à peu près le même jour, mais ils l'utilisent très mal. Les Coréens se mettent en place et préparent distribution de masques, tests disponibles pour tout le monde, instruments de traçage. Le premier cas en Corée apparaît le 24 janvier, le même jour où apparaît le premier cas aux États-Unis. Et ils n'ont confiné personne, sauf les enfants des écoles, et ils ont commencé ils ont attendu, ils ont commencé à tracer, tester, isoler. L'économie ne s'est pas arrêtée du tout, personne n'a été confiné. Et pour faire une longue histoire courte, aujourd'hui, sur une population de 54 millions d'habitants, il y a 280 morts, 11 000 cas. Le reste du monde, l'Europe comme les États-Unis, tout le reste du monde est obsédé par la Chine. On voit que la Chine, après s'être menti à elle-même, ment à tout le monde, ne reconnaît pas le nombre de cas, fait des folies, puisque fin janvier, début février, il y a encore des grandes fêtes pour le Nouvel An. Un grand dîner de 40 000 couverts est servi à Wuhan fin janvier. Les journaux du lendemain félicitent les habitants fiévreux d'être venus à ce dîner. Et on est tellement fasciné par les Chinois qu'on admire leur capacité à construire des hôpitaux d'urgence, sans se rendre compte qu'en réalité, tout ça est un signe de panique. Les Chinois n'ont pas de masque, n'ont pas de test, n'ont rien. Ils paniquent. Et comme ils paniquent, ils n'ont pas d'autre solution que fermer. La vieille technique de la police du XVe siècle. Ils ferment. Et nous, on n'a rien, on ne voit rien, en février, il ne se passe rien. Contrairement à ce que demandent quelques-uns, dont je fais partie à la fin février, on ne se met pas en situation massive en Europe de produire massivement les masques et les tests dont on pourrait avoir besoin. On ne fait rien. Et naturellement, quand on prend la vague en pleine figure le 12, 13, 14 mars, on n'a pas d'autre solution que faire comme les Chinois. Alors que si on s'était préparé, qu'on avait fait comme les Coréens, on n'aurait absolument pas eu à confiner, on aurait eu beaucoup moins de morts et on n'aurait pas eu l'effondrement économique qui est devant nous. Alors c'est très important pour la suite, ça veut dire très important pour la pandémie. Et si elle revient, d'abord elle n'est pas finie nulle part, il y a 70 pays où elle continue à augmenter, dont les États-Unis. Hier encore, le nombre de cas en France a doublé. C'est plus du tout dans les titres, mais le nombre de cas qui était descendu de 800 par jour à 400 par jour est repassé à 800. On retrouve ça dans beaucoup de pays. En Afrique, ça a mis 3 mois pour atteindre 100 000, ça a mis 16 jours pour atteindre 200 000, donc une accélération. Donc, ce n'est pas du tout fini. Mais on n'est pas prêt à suivre une autre stratégie que celle du confinement. C'est-à-dire qu'on a les masques, mais pas forcément les bons masques. Moi, je pense que sous réserve de ce que je peux lire, je ne suis pas un expert, mais que les seuls bons masques, c'est des FFP2 qui se protègent nous-mêmes et les autres. On n'a pas les tests véritablement disponibles d'une façon certaine partout, et surtout, on n'a pas les instruments de traçage et les bataillons de gens qui permettent de téléphoner, de dire « est-ce que vous pouvez nous dire toutes les personnes que vous avez rencontrées ?» etc. pour isoler tout. On le fait, mais on ne les a pas. Et c'est très difficile. Un pays même comme Israël, qui a tous les moyens, à cause de son expérience de lutte antiterroriste, de faire ce genre de traçage, n'y arrive pas. Et d'ailleurs, la pandémie est en train de redémarrer en Israël comme dans d'autres pays, alors qu'Israël faisait partie avec Taïwan, Hong Kong, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, la Turquie, des pays qui avaient le mieux résisté. Donc, ce n'est pas fini. Et ma question immédiate, c'est où se trouve l'équivalent en Europe, et en particulier en France, du KCDC? Y a-t-il un French Center for Disease Control qui a les mêmes pouvoirs? A-t-on les masques? A-t-on les tests? A-t-on les instruments? Je crains que la réponse soit encore aujourd'hui négative. C'est en cela que l'histoire est très importante pour comprendre ce qui nous attend médicalement, économiquement, politiquement, etc. Alors, Jacques Attali, vous dites en effet qu'on est arrivé à un système quasi moyenâgeux, puisqu'on n'a pas du tout bougé. On confine les bien portants et non pas les malades, alors ce qui devrait être fait inversement. Cela dit, il se trouve quand même qu'en Europe, bon, il y a eu les 4 grands pays, France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, qui ont été très sévèrement impactés, mais il y a eu un pays comme l'Allemagne qui l'a été infiniment moins. Et puis, il y a eu tout, au fond, quand on regarde bien la ligne, tout ce qui est à l'est du Rhin,
pratiquement pas impactés, avec des populations qui sont pourtant pas réputées pour être terriblement disciplinées. Donc, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a été... On saura ça. Il y a un mystère. La moitié de la France n'a pas été atteinte non plus. Donc, il y a un mystère encore sur la localisation du virus. Les Allemands ont pris une technique de confinement qui est la même que la nôtre. Ils n'ont pas fait de technique de type coréenne et donc ils ont eu quand même, comparé aux pays d'Asie, beaucoup plus de morts que les pays d'Asie. Ils avaient plus de lits, mais les lits, c'est pour les malades, c'est après. Ils avaient des tests, mais ils ne les ont pas déployés autant qu'ils auraient pu. Ils n'avaient pas utilisé l'instrument de traçage qui, en Allemagne, pose évidemment des problèmes politiques, renvoyant à la conscience nationale des enjeux particuliers, comme d'ailleurs aussi en France. Donc, on ne peut pas prendre les modèles des petits pays comme étant suffisants, parce que c'est un petit peu comme la Bretagne, qui n'a rien eu non plus, jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a des régions qui sont protégées, c'est comme ça, ils n'ont pas été atteints, ils ont été isolés par les miracles des hasards. Mais ça ne correspond pas à une stratégie particulière. Alors là, on se retrouve finalement face à une situation qui a mis l'économie complètement en panne. Et selon vous, durablement. Je rappelle le titre de votre livre, c'est « L'économie de la vie ». Mon livre vise à proposer des solutions par rapport à cela. Pourquoi je dis qu'on est dans une situation extrêmement grave et qu'on a du mal même à le réaliser? Prenons seulement l'exemple de la France, même si c'est valable un peu partout dans le monde, mais la France est au pire. La croissance française est de l'ordre chaque année entre 2 et 5%. Le pire, ça a été 1, 0 dans les cas extrêmes. Là, cette année, c'est moins 15. C'est-à-dire qu'on va revenir au niveau où on était il y a 20 ans. Moins 15, c'est il y a 20 ans. Parce qu'il faut comprendre ce petit détail arithmétique. Si vous descendez de moins 15, ça veut dire que vous arrivez à 85 par rapport à 100. Mais si vous remontez de plus 15, vous n'arrivez pas à 100 parce que c'est plus 15 sur 85. Et donc, plus 15 de 85, ça fait seulement 12 et quelques. Donc, il faut plusieurs années pour remonter, même si vous remontez à la même vitesse à laquelle vous êtes descendu, ce qui est pratiquement impossible. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile, dont personne vraiment ne réalise l'ampleur, d'autant plus que, pour ce qui est de la France, pour toute l'Europe, on a choisi à juste titre de donner tous les moyens de tenir. C'est-à-dire, on a délivré toute une série d'argent à des entreprises de toutes sortes pour tenir. Mais tenir, ça permet, et c'est un vocabulaire économique très important à comprendre, de la liquidité, c'est-à-dire que ça donne de la trésorerie, mais ça ne donne pas de la solvabilité, c'est-à-dire les moyens pour une entreprise de survivre, et une entreprise n'est solvable que si elle a des clients et des actionnaires qui lui assurent une permanence indépendamment des crédits qu'elle reçoit. Alors, il y a des entreprises toutes les entreprises ont reçu les moyens de la liquidité, mais l'État et les banques, et la Banque centrale qui est derrière les banques et derrière l'État, ne peut pas indéfiniment, aussi longtemps que cette crise durera, fournir les moyens de liquidité à des entreprises qui n'auraient pas de solvabilité. Elles le font pourtant, et c'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. C'est des entreprises qui sont soutenues, même si elles n'ont pas de clients, qu'on continue à soutenir parce qu'on ne veut pas les voir mourir. Les entreprises zombies, à l'échelle mondiale, il y avait un calcul qui a été fait récemment qui disait que tout au long des années 2000, c'était 1% du PIB mondial. Aujourd'hui, la semaine dernière, les études convergent sur le fait qu'on est passé à 16%. C'est-à-dire que 16% des entreprises que vous croisez au coin de la rue sont des zombies. C'est-à-dire qu'elles ont de l'argent pour l'instant, mais si l'État tire le tapis, elle va tirer. Donc, soit l'État les nationalise, soit un actionnaire a le courage de leur donner de l'argent en disant ça va repartir, soit pas. Avec parfois des situations totalement folles. Je prends un exemple très intéressant. Aux États-Unis, il y a une entreprise qui s'appelle Carnival. Tout le monde connaît, a oublié ce que c'est, mais Carnival, c'est l'entreprise qui organise ses croisières sur ses HLM de mer, produit merveilleusement par nos sentiers de Saint-Nazaire. On ne peut pas imaginer une entreprise qui a plus de vocation à souffrir de cette crise que Carnival, mais qui va, dans les 6 mois ou l'année qui viennent, repartir sur ce genre de croisière. Bon. Carnival est donc en situation extrêmement grave. Carnival a eu du mal à trouver de crédit bancaire. Elle a mis un crédit, un emprunt, à l'échelle mondiale, en proposant un taux d'intérêt très élevé. L'emprunt a été sursouscrit 2 fois. Depuis, la valeur de cette obligation, en passant de main à main, a encore doublé. Ce qui veut dire que le monde est tellement fou, il y a tellement d'argent, que même une entreprise aussi improbable que celle-là trouve de l'argent. Mais ça ne va pas durer un siècle. Forcément, à un moment, soit les gens vont retourner sur ces bateaux de croisière, ce qu'on peut lui souhaiter, parce que cette pandémie aura disparu d'une façon ou d'une autre et qu'on retournera. Soit
elle va s'effondrer, et avec eux s'effondreront tous ceux qui lui ont prêté de l'argent, et tout le système s'effondrera en domino. Donc il est très important aujourd'hui de regarder en face ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à donner de l'argent à tout le monde? J'ai cité Carnival, mais on pourrait citer l'industrie automobile, l'industrie aérienne, les compagnies aériennes, les fabricants d'avions, à qui on donne de l'argent et qui la semaine suivante annoncent des licenciements. Est-ce qu'il faut continuer à leur donner de l'argent en leur disant on va attendre, c'est pas grave, ça va repartir, on vous donne de l'argent le temps que ça passe, ce qui est un choix, qui semble être le choix que font tous les pays européens, même d'ailleurs dans le nouveau projet de fonds européen de 750, puisqu'il a été annoncé ce fonds de 750 milliards, pour les secteurs en difficulté. Les secteurs en difficulté, par définition, c'est les zombies et quelques autres, en disant, c'est un pari, vous allez redémarrer. Ou on fait un pari inverse en disant, cette crise nous a révélé quoi? Nous a révélé qu'il y a des secteurs qui ont un potentiel énorme, qui ont un avenir formidable, mais qui n'ont pas assez de moyens. Et si on donnait plus de moyens à ces secteurs, ils pourraient croître plus vite et ils assuraient à la fois la croissance économique, de l'emploi, et assurer un bien-être qui nous manque. Quels sont ces secteurs? Ils crèvent les yeux, c'est ce que j'appelle l'économie de la vie. C'est évidemment la santé et tout ce qui va avec, les industries médicales, la pharmacie, la recherche. C'est évidemment l'éducation, les industries de l'éducation. C'est le digital, c'est l'alimentation, la distribution, l'agriculture, la logistique, le logement, l'énergie propre, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, le crédit, l'assurance, la presse, la culture, les instruments de la sécurité, qui sont la police, l'armée, etc., qui sont les conditions de la démocratie. Ça, c'est ce que j'appelle l'économie de la vie. On a besoin que ces secteurs fonctionnent. Ils n'ont pas assez de ressources. Pourquoi? Parce que dans notre inconscient collectif, on a toujours dit quand les dépenses d'automobile augmentent, c'est une bonne nouvelle, mais quand les dépenses de santé augmentent, c'est une mauvaise nouvelle. Absurde. Ça fait très longtemps que j'explique que c'est absurde. Quand les dépenses de santé augmentent, c'est une bonne nouvelle si on en a pour son argent. Si l'espérance de vie en bonne santé augmente et si la douleur diminue, c'est une bonne nouvelle. Et puis, ça crée de la richesse, ça crée des emplois, ça crée des besoins d'instruments électroniques et de toute nature, etc. Donc, ça crée de la croissance. Et c'est pareil pour tous les autres secteurs. Or, aujourd'hui, quand on regarde, et je l'ai fait pour ce livre, les secteurs de l'économie de la vie, c'est entre 40 et 60% du PIB. Il faut arriver à 80. Pour ça, évidemment, il y a des choix à faire. Ça veut dire qu'on devra consacrer moins d'argent à l'automobile, moins d'argent à la mode, au luxe, moins d'argent à l'aviation, moins d'argent au tourisme. Mais le tourisme, j'en parlerai si vous le souhaitez sur une question, on peut réorienter le tourisme pour qu'il rentre dans l'économie de la vie. Ce n'est pas très difficile et beaucoup d'entreprises touristiques ont commencé à le comprendre. Et pour ce qui est des entreprises qui ne sont pas dans l'industrie de la vie, eh bien, elles peuvent se réorienter. J'ai parlé dès le mois de février, fin février, de la nécessité de se mettre en économie de guerre. Non pas en guerre, mais en économie de guerre. Quand il y a eu la guerre, les Anglais comme les Américains se sont mis en économie de guerre. C'est-à-dire que leurs entreprises ont cessé de produire des choses considérées alors comme futiles pour produire des avions, des bateaux, des bombes, des canons. On aurait pu, dès le mois de février, réorienter nos industries pour produire ça. On aurait pu demander à notre industrie automobile de produire des masques, des tests, des respirateurs. On ne l'a pas fait. Certains l'ont fait de façon sporadique, ce qui fait qu'avec le temps, nous sommes au mois de juin, on est arrivé à produire relativement assez de masques. On peut y revenir parce que je considère que ce n'est pas du tout suffisant. Mais on n'a pas mis nos industries, et aujourd'hui on continue à donner de l'argent à l'industrie automobile sans lui demander rien en échange, sans lui dire mais vous avez d'immenses ingénieurs, des laboratoires formidables, des centres de recherche fantastiques, mettez-vous à produire des équipements médicaux, faites de la recherche dans ce domaine. Regardez si vous pouvez faire des choses pour améliorer notre agriculture, pour qu'elle soit plus bio et plus utile. Regardez si vous avez quelque chose à faire en matière de gestion des déchets, pour gérer mieux les hôpitaux. Aux États-Unis, qui ne sont pas un modèle, les entreprises ont compris ça. Engie, Amérique, Engie, entreprise française aux États-Unis, s'est alliée avec General Motors pour produire des hôpitaux et améliorer la gestion des hôpitaux. Pourquoi on ne le fait pas en France? Pourquoi on ne le fait pas en Europe? Donc, l'économie de la vie peut être aussi un facteur de réorientation des secteurs qui ne sont pas dans l'économie de la vie. Et au lieu de continuer à donner, à distribuer de l'argent sans sélectivité, ça aurait du sens que de dire est-ce que tel secteur est dans l'économie. Ça veut dire aussi concrètement des choses précises. Ça voudrait dire par exemple que nous acceptions de consacrer une part légèrement supérieure de notre revenu, quel que soit notre revenu, à nous nourrir mieux. L'hygiène, qui est un secteur d'économie de la vie, l'alimentation, en sachant que si on dépense plus pour ça, d'abord on sera moins malade,
Et ensuite, on créera les conditions d'un équilibre du territoire, d'une agriculture, d'une vie rurale, d'une vie territoriale meilleure. Donc, mais ça veut dire, puisqu'on dépensera plus pour l'alimentation, qu'on dépensera moins pour acheter des vêtements, changer son 3e téléphone, renouveler sa voiture tous les 2 ans, pour prendre l'avion toutes les semaines, etc., etc. J'ai essayé d'aller beaucoup plus loin dans beaucoup d'autres directions. Oui, et le livre est vraiment passionnant. Je me rappelle, donc, il s'appelle L'économie de la ville, chez Pagard. On sent bien à vous écouter que le tournis provoque chez nous ce nombre de milliards annoncés chaque jour dans des secteurs différents, fait que finalement, les gens se sentent relativement dolorisés. C'est-à-dire, pour eux, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, nous ne vivons pas quelque chose de dramatique. Ils pensent que la période confinement a été quelque chose de dramatique, mais que ce que l'on approche n'est pas un iceberg qui peut être fatal. Sauf à imaginer que l'État puisse mettre tous les gens autant d'argent que maintenant, c'est-à-dire puisse augmenter la dette de 15 à 20% du PIB tous les ans et nous permettre de continuer à décroître, puisque cet argent sert à compenser les gens qui ne travaillent pas. Il faudra 3 ans pour qu'on soit faillite et 1 an et demi pour que les grandes agences de notation se réveillent en disant « écoutez, vous allez dans le mur ». Donc, les calmants antidouleurs, c'est bien, mais ce n'est pas un traitement. Donc, c'est bien, ça permet de ne pas voir. Ça renvoie d'ailleurs à une des dimensions de cette crise, qui est le confinement a rappelé qu'il y avait une très profonde tendance au narcissisme fermé sur soi-même. On voit dans les générations américaines beaucoup de gens qui sont de plus en plus fermés sur eux-mêmes, qui vivent eux-mêmes, que les Japonais l'ont montré avant tout le monde. Donc, il y a cette tendance, chacun pour soi, on est fermé. Et on est très content d'être fermé comme ça. Le confinement renvoyait à ça. On est fermé, on voit le monde, on travaille de chez soi ou pas. De toute façon, on reçoit une prime, machin, ça va très bien. Naturellement, ce n'est pas vrai dans la quasi-totalité du monde. C'est vrai dans une petite partie privilégiée de l'Europe. Ce n'est pas vrai en Afrique, ce n'est pas vrai en Amérique latine, ce n'est pas vrai dans une large partie des États-Unis. Donc, ce confinement n'a été bien que dans les pays sociaux-démocrates, quelle que soit dans leur structure, comme le sont la plupart des pays européens. Ce qui d'ailleurs me renvoie aussi à une autre dimension très importante, c'est que, au fond, cette crise a révélé que les deux soi-disant superpuissances du XXIe siècle, les États-Unis et la Chine, sont en fait des puissances déclinantes toutes les deux. Les États-Unis, ça crève les yeux, ils sont déclinants, et le discours de Tulsa hier était extraordinaire. Quand Trump a dit il a expliqué à Angela Merkel qu'il allait retirer ses troupes parce que l'Allemagne ne payait pas. Jamais un président américain n'a dit des choses pareilles. Mais je pense que le prochain président américain, quel qu'il soit, dira la même chose. Les États-Unis sont dans une voie de repli, de s'occuper d'eux-mêmes, où ils ont énormément de difficultés. Et la Chine s'est révélée dans cette crise comme étant une fausse puissance. L'histoire nous apprend depuis l'an 1000 qu'aucune nation, aucune ville n'est très puissante si au moins à l'intérieur de l'élite, il n'y a pas une certaine forme de liberté d'expression. Quand il n'y a pas de liberté d'expression dans l'élite, on arrive à une peur qui fait qu'on ne corrige pas les erreurs. Ce qui d'ailleurs a coulé le système soviétique et toutes les dictatures. La Chine a exactement ça. Parce que là, on dit la Chine a menti au monde, oui. Mais d'abord, la Chine a menti elle-même. Les Chinois, au sommet, ne savaient pas. Et dès que quelqu'un savait, on le faisait taire. Donc, une dictature qui se ment elle-même ne peut pas réussir. Et donc, je ne pense pas que la Chine, d'ailleurs, la Chine ne veut pas être une superpuissance pour d'autres raisons, mais je pense que la Chine a pris un coup terrible dans cette période. Elle ne peut pas apparaître comme un soft power rayonnant parce qu'elle est responsable de quelque chose d'extrêmement grave. Et ce n'est pas fini chez eux, comme on l'a vu. Donc, les deux puissances dominantes du monde sont en déclin. Alors que l'Europe, qui a tenu le choc, alors que ce n'était pas du tout dans le mandat des institutions européennes, a mis de l'argent, pas beaucoup, par la Banque centrale, pas assez. La Banque centrale n'a pas du tout mis assez d'argent. Pas assez par... Oui, c'est beau. Si vous comparez, c'est même pas autant que la Banque d'Angleterre. Donc, on n'a pas encore les mêmes audaces, parce que la Banque d'Angleterre existe depuis 5 siècles et que la Banque de la BCE existe depuis 30 ans. Donc, c'est pas du tout la même crédibilité. Donc, on peut comprendre ça. Et on n'a pas mis. Et pour ce qui est de l'argent que met l'Union européenne, c'est déjà énorme. Vous avez raison, comparé à ce que l'Europe aurait pu faire, parce que l'Europe n'a jamais eu de mandat de s'occuper des problèmes de santé. On a mis 250 milliards sur le chômage partiel, ce qui est hallucinant.
Les Anglais eût été encore là qu'on ne l'aurait jamais fait. Et on s'apprête à mettre 500 milliards ou 750, qui sont peu, mais qui au moins ont l'avantage d'exister, sur l'industrie. Avec toujours mon caveat, ma peur, c'est qu'on les donne surtout en secteur en difficulté, parce qu'ils sont en difficulté pour des raisons électorales et politiques, et pas au secteur d'avenir, sur lequel il faudrait reconvertir ces secteurs en difficulté. D'ailleurs, c'est frappant de se souvenir, l'histoire nous apprend des choses. En 1907, l'industrie automobile française était la première du monde. En 1913, elle n'est plus que la 5e. Pourquoi ? Parce que nous, on faisait construire nos voitures par des carrossiers, ceux qui construisaient les carrosses, les fiacres et les diligences. On est resté dans cette mentalité. Il faut les construire comme ça. Alors qu'aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, ça a basculé chez d'autres gens totalement différents qui ont produit des voitures à la chaîne complètement autrement. Nous, d'ailleurs, on continue à parler de carrossiers quand on parle de fabricants de voitures. Donc, on n'a pas changé de mentalité par rapport à l'objet. Aujourd'hui, il faut aussi changer de mentalité. Il ne faut pas continuer à encourager une production à l'ancienne. Et je crains que si on ne concentre pas les moyens dont nous disposons sur les industries de la vie, on ne fera que retarder d'un an ou deux la catastrophe. Jacques Attali, soyons un petit peu égoïstes, parlons de la France. Vous avez été un des tout premiers à repérer ce jeune homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Vous l'avez vu grandir. Comment a-t-il, selon vous, géré cette crise, bien, mal ou comme tout le monde ? Et deux, qu'est-ce que vous attendez de ce qui devrait nous annoncer la semaine prochaine après le deuxième tour des municipales ? Comme je vous l'ai dit, c'est toute l'Europe et les États-Unis qui sont trompés. Tout le monde a regardé la Chine et n'a pas regardé la Corée. C'est ça l'erreur. Alors, est-ce que cette erreur vient de nous ? Est-ce qu'on a vraiment étudié les télégrammes de M. Lefort, ambassadeur de France à Séoul ? Il faudra savoir ça. Est-ce qu'on a mis tous les moyens pour juger de quelle stratégie adopter ? Je ne le sais pas et je ne peux pas en décider à l'avance. Mais on n'a pas fait pire que les autres. Pas mieux, mais pas pire. Et pour faire mieux, il eût fallu, au plus tard, fin février, mettre tout le paquet sur la production de masse et de tests et de se dire clairement, nous ne confinerons pas parce que nous avons les moyens de masquer toute la population, de tester toute la population et le confinement est une erreur, comme les Coréens l'ont montré. Maintenant, ce que j'attends qu'on crée à l'échelle française l'équivalent d'abord du Korean Center for Disease Control, qu'on ait un instrument qui nous dise clairement nous avons les masques, nous avons les tests et nous avons les instruments de traçage et d'isolement. J'attends ça. Et j'attends qu'on nous dise maintenant nous allons mettre toutes les priorités de nos investissements sur l'économie de la vie, tous les secteurs de l'économie de la vie, et pour convertir les industries moribondes qui ne peuvent pas se relever de cette crise, pour les amener à l'économie de la vie, en convertissant le personnel, en continuant à les rémunérer autant qu'ils soient, mais en les formant. Aucun abandon de revenus, mais ce n'est pas un revenu de chômage, c'est un revenu de formation. Ce que j'ai toujours souhaité, c'est que les chômeurs soient formés pour se convertir. Et on reprend cette liste de l'économie de la vie, on l'a fait explicitement, je rappelle, santé, éducation, recherche, hygiène, distribution, digital, culture, démocratie, sécurité, assurance, crédit, logistique, logement, aménagement du territoire. Voilà les secteurs clés. Pourquoi ces secteurs, pour vous, sont plus proches de la vie que les autres que vous avez cités, comme la mode ? Parce qu'ils correspondent à des nécessités vitales, et il n'y en a pas assez. On peut ne pas renouveler sa voiture tous les 2 ans, ce n'est pas tragique. On peut ne pas acheter 5 t-shirts par mois, ce n'est pas tragique. Le tourisme est un secteur à cheval. Pour moi, il est un secteur qui peut devenir de la vie, à condition, je donne beaucoup de réflexions sur le tourisme, sur la culture dans mon livre. Et prenons l'exemple du tourisme qui est fascinant. Il y a une grande partie du tourisme qui peut être utilisée tout à fait autrement. D'abord, les hôpitaux pourraient avoir une dimension hôtelière bien meilleure. Et l'industrie du tourisme saurait faire. Les hôpitaux sont magnifiques en termes médicaux, mais ils ne sont pas toujours magnifiques en termes hôteliers. Donc, on pourrait donner une dimension hôtelière bien meilleure. Et l'hôtellerie dans l'hôpital est une dimension de la guérison, tant pour les malades que pour les familles. Deuxièmement, l'exemple des EHPAD a montré le désastre de l'abandon et de l'oubli des personnes âgées. Si on utilisait la compétence hôtelière pour mieux gérer les rapports aux personnes âgées, soit dans des villages pendant 6 mois ou 1 an, ou dans des résidences, on aurait des compétences complètement différentes. Et je dirais même, quand on regarde les entreprises, les gens sont en télétravail. Mais si tout le monde reste en télétravail, les entreprises vont devenir des juxtapositions de mercenaires narcissiques déloyaux.
Les entreprises mourront de cela. Pour l'éviter, il faut que les gens aient envie de revenir dans les sièges sociaux. Eh bien, je dis qu'il faut que les sièges sociaux ressemblent à des hôtels, avec des restaurants, mais pas au sous-sol, au dernier étage, des salles de gym, enfin, ce qui existe déjà dans certaines entreprises. Si vous allez au siège de Bloomberg à New York, vous verrez que l'essentiel, c'est des restaurants. Et les gens s'y croisent, s'y rencontrent, travaillent ensemble, il y a des écrans partout, il y a des bureaux partout. Ça ressemble. Donc, l'industrie hôtelière a beaucoup à dire. Je pense que l'aménagement des bureaux doit ressembler à l'aménagement des hôtels. Voilà, les pistes qu'on peut avoir dans beaucoup de secteurs pour les reconvertir, mais ça veut dire clairement qu'il faut dire que certains secteurs... Et c'est très, très difficile pour la France. Ça sera parce que si on regarde notre commerce extérieur, la balance commerciale de l'Europe est excédentaire. Pour autant, le seul pays de l'Europe dont la balance commerciale est déficitaire, c'est la France. Tragique. Bien que nous soyons déficitaires, le total est excédentaire. Nous sommes les seuls. Et, en plus, une part très significative de notre commerce extérieur, c'est Airbus. On ne peut pas penser qu'il va... et le directeur général d'Airbus a fait une annonce très courageuse, très lucide, plus d'annonces de faits que de propositions pour l'avenir. Donc, non seulement nous sommes déficitaires, mais nous allons l'être plus encore, parce qu'on ne pourra pas rentrer dans notre comptabilité les ventes d'avions hebdomadaires qui assuraient tant bien que mal un équilibre perdu. Prenez un exemple aussi, non pas anecdotique, mais intéressant. Nous avons 5 milliards d'excédents commerciaux sur Hong Kong. Et nous avons un déficit de 20 milliards, je réserve de ce qui pourra me contredire, avec la Chine. Pourquoi 5 milliards sur Hong Kong? Parce que c'est la porte d'entrée du commerce de luxe vers la Chine. Vous imaginez si cette poche s'affaiblit, ce dont nous allons souffrir. Donc il y a beaucoup de nuages à l'horizon des exportations françaises. D'où l'importance de se concentrer sur l'économie de la vie, qui est beaucoup plus des secteurs de souveraineté. D'ailleurs, je pense aussi que ce sont des secteurs dans lesquels l'Europe ne peut pas se permettre de ne pas être souverain. Il faut être souverain en alimentation, souverain en éducation, souverain en culture. Souverain, ça ne veut pas dire fermé, mais ça veut dire ne pas trop dépendre des autres. Nathalie, il nous reste une petite dizaine de minutes pour pouvoir, avec Sophie, écouter les questions que nous vont poser les internautes. Oui. Merci beaucoup, Jacques et Patrick, pour cette interview. Je vais donc commencer par poser quelques questions de nos auditeurs. Première question de Raphaël à Londres. Les secteurs que vous décrivez comme faisant partie de l'économie de la vie sont-ils vraiment vecteurs de croissance? L'éducation, la santé, ces services sont en France perçus par les citoyens comme à la charge de l'État? Alors, ils sont perçus ça idéologiquement, parce qu'on parle de prélèvement obligatoire pour les financer. Il n'y a rien de plus horrible comme vocabulaire que prélèvement obligatoire. Qui peut être pour? En fait, ce sont des primes d'assurance. D'autre part, ce sont des facteurs de croissance parce qu'il y a beaucoup d'industries dans le secteur de la santé. Il y a évidemment l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie de la construction des hôpitaux, il y a l'industrie de l'équipement médical, qui aujourd'hui n'est pas français puisqu'on n'a pas de grandes entreprises dans ce domaine. Il y a les biotechnologies qui sont aussi très importants. Donc, c'est un facteur, ça peut être un grand facteur de croissance et ça le sera en l'avenir. La question, c'est de savoir si on l'aura en France ou si on sera encore en situation d'apporter ces choses-là. De même, pour l'éducation, on voit que toutes les technologies que nous utilisons, y compris celles que nous utilisons aujourd'hui en ce moment, sont des technologies qui ne sont pas françaises pour la plupart, alors qu'il y a des technologies de ce qu'on appelle EdTech, technologie d'éducation, qui commencent à se développer, qui sont des grands secteurs. MedTech et EdTech, c'est des grands secteurs de croissance de l'avenir. Il faut y être. Et pour ça, il faut y consacrer des moyens, alors que ces secteurs sont pour l'instant débutants. C'est des grands facteurs de croissance. Merci. Il y a une question de la London School of Economics. L'argent dans l'économie est abondant et pas cher vu que les taux d'intérêt sont à zéro. Du coup, il se déplace vers les sociétés que vous décrivez comme zombies. Existe-t-il un paradigme économique dans lequel les faillites sont impossibles car le refinancement est toujours possible ad vitam aeternam? C'est la grande question théorique. On n'a jamais vu ça dans l'histoire humaine. On est en effet dans ce monde dans lequel le taux d'intérêt est zéro et l'argent est imprimé à l'infini. On peut penser que c'est ce qu'on parle aussi pour ça, de dire après tout, on n'a qu'à considérer qu'on fait des emprunts qu'on rembourse jamais, qu'on paye un intérêt, ce qu'on appelle des consolidés, c'est-à-dire des emprunts sans remboursement, mais avec un taux d'intérêt illimité. Dans ce cas-là, c'est même plus une dette, puisque c'est plus une dette, c'est juste une charge. On ne sait pas, il n'y a pas de théorie là-dessus. À l'échelle mondiale, c'est impossible d'imaginer qu'un tel truc puisse fonctionner durablement
sans conduire à une perte de confiance. En tout cas, à l'égard des plus faibles. Pour l'instant, on est en train de tester l'eau, test the water, comme on dit en anglais, d'essayer de voir jusqu'où on peut aller. Je pense que les États-Unis peuvent aller très loin parce qu'ils ont la puissance américaine derrière, ils ont l'extraterritorialité de leurs droits. Les Chinois peuvent aller aussi très loin, c'est pour ça qu'ils sont en train de construire leur propre monnaie. Les Européens, beaucoup moins, parce que, comme je l'ai dit, leur banque centrale est encore extrêmement fragile. Et nous sommes, si un jour quelqu'un dit « mais c'est quoi cette banque centrale qui n'est pas véritablement la banque centrale d'un État, mais la banque d'un traité ?» Alors, si la confiance disparaît, tout s'effondre. Donc, aussi longtemps qu'on a une confiance dans les banques centrales et qu'on pense qu'un jour, ce serait dans 50 ans, cet argent sera remboursé, ou en tout cas que les intérêts de cet argent seront payés, alors ça peut continuer. Mais ça ne peut continuer que si en même temps, on voit apparaître à l'horizon les signes d'une reprise qui permettent de créer les conditions de ce remboursement. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, après la guerre, les Américains sortent de la guerre avec 150% du PIB en dette publique, sans compter la dette privée. Et puis la croissance leur a permis de l'éviter. Mais en Europe, on n'est pas dans ce cas-là. Et d'ailleurs, il faut bien remarquer, un dernier point au passage, c'est qu'en Europe, on oppose les pays dits frugaux aux pays dits dépensiers. En réalité, quand on regarde le total, parce qu'il ne faut pas regarder que la dette publique, il faut regarder la dette privée, les pays dits frugaux sont extrêmement dépensiers en dette privée. Les plus hautes dettes privées sont dans les pays d'Europe du Nord. Pas en Italie, pas en Espagne, pas en France. Au total, si on prend dette privée plus dette publique, les pays européens sont dans la même situation. Donc globalement, les pays européens ne sont pas dans une bonne situation. Tout tient sur la confiance dans la Banque centrale. C'est pourquoi les paroles de la directrice générale, les paroles des cours suprêmes, ça sont si fondamentales. Tant que la confiance n'est pas mise en cause, ça va. Est-ce que ça va durer 1000 ans ? Non, sauf si la construction européenne se consolide et que l'Europe devient un vrai État fédéral. Dernière question. Je vous suis depuis 30 ans et vos propositions sont toujours brillantes. Pourquoi ne pas vous présenter aux prochaines élections présidentielles ? Personnellement, je voterai pour vous. Je vous remercie. Je pense que c'est une question qui a été soufflée par Sophie, parce que Sophie pense ça, et me l'a souvent dit, mais... Effectivement, ça aurait pu être une question soufflée par moi, mais c'est pour ça que je l'ai choisie parmi moi. Je pense qu'il faut que vous vous présentiez. Ça n'a jamais été dans... Vous savez, il y a des choses qu'on sait faire, des choses qu'on sait qu'on ne sait pas faire. J'ai eu le privilège d'être pendant 17 ans le conseiller d'un homme politique qui, au bout de 7 ans, est devenu président de la République. J'ai vu la fonction de président de la République dans le bureau d'à côté pendant plus longtemps qu'aucun président, même réélu, pourra exercer. Et je sais que, d'abord, le président de la République a aujourd'hui infiniment moins de pouvoir sur le monde que n'en avait François Mitterrand. Et donc, un président de la République, c'est quelqu'un qui a beaucoup moins d'influence. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un vrai changement paradigmatique et que l'influence est dans les idées. Quand j'explique qu'il faut aller vers l'économie de la vie, qu'il faut accepter l'idée d'un altruisme intéressé, d'une économie positive, je crois aider à fonder un substrat idéologique qui est beaucoup plus important qu'une présidence de passage. J'ai souvent dit que la différence entre un écrivain et un homme politique et un ministre, c'est que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre et que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain. Merci beaucoup, Jacques Attali. Je terminerai aussi par vous dire que la Bird que j'ai visitée, dont vous avez été à l'origine de la création, a été conçue comme un hôtel, moi je trouve, avec des restaurants, etc. Donc vous avez été une fois de plus assez, même très visionnaire. C'est pour ça que vous méritez ce surnom d'oracle que vous êtes. Merci Patrick Poivre d'Arvor, merci Jacques Attali, merci à tous les auditeurs. Merci Patrick, merci Sophie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Jacques, au revoir. Au revoir Patrick, au revoir Sophie. Merci.